Vas-y, Camille. C'est parfait. Ah, c'est bon. Annick et Luc qui ont eu cette idée-là et qui sont venus me trouver parce que le premier président dont Claude vous a parlé, René Raymond, se trouve être un ami depuis 1958. Ça remonte bien. Et donc on est allé le trouver et on l'a un petit peu interviewé pour savoir un peu comment ça s'est passé. Alors, il a 86 ans, il est atteint par une poliomyélite, il avait 9 ans. Il a toujours été personnellement et professionnellement préoccupé par le handicap et sa défense. Le récit de cette rencontre est un hommage à l'engagement de cet homme qui s'est battu toute sa vie, encore aujourd'hui à titre personnel, pour que la personne porteuse d'un handicap ne soit pas réduite à son état, mais soit avant tout un être humain. Alors là, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière, d'avant Gers, pour bien comprendre les choses. Avant 1960, avant 50, dans les années 50, disons, où étaient donc toutes ces personnes handicapées qu'on appelait à l'époque des débiles profonds, des débiles moyens et des débiles légers? Où étaient-ils? Eh bien, en général, ils étaient soit en famille, soit dans un des instituts un peu loin, en Suisse en particulier, où on avait d'ailleurs une mère à qui ça va, la mère d'une des personnes qu'on a connues, où sa belle-mère lui avait dit, quand on a un enfant comme ça, on le met en Suisse et on l'oublie. Ouais. Et le troisième endroit où ils étaient, c'était en hôpital psychiatrique. Et donc, il se trouve qu'en 1959, quelques médecins de l'hôpital du Vinatier, Bron-Lyon, hôpital psychiatrique bien sûr, sont allés faire une tournée en Hollande et ont visité l'usine Philips. Et au cours de cette visite, ils ont traversé un atelier qui fonctionnait avec des personnes de handicap qu'ils connaissaient et qu'ils voyaient, et qui ont, en rentrant, dit « mais voilà, c'est ce qu'il faut faire ». Donc 1959. Et donc ils ont cherché une association qui puisse prendre ça en main. Je vais quand même faire une petite parenthèse. À l'époque, l'ADAPI dans Lyon s'appelait l'ALPI parce que c'était l'association lyonnaise. Et le président était maître Perret-Gaillet, qui était un avocat, et qui a dit cette phrase, donc, qui est quand même importante. Nous, parents, ne sommes pas là pour gérer des établissements, nous sommes là pour pousser, pour faire la création, pour... Et donc, c'est pas l'ADAPI, c'est pas l'ALPI qui a été choisi, c'est une association qui s'appelait à l'époque la RHM, Association du Rhône pour l'hygiène mentale. Et donc, cette association a pris contact avec René Raymond, et c'est René Raymond qui a monté le projet et qui a pris la direction du premier CAT. C'était un CAT, j'appelle le nom comme c'était. C'est d'ailleurs pas centre d'aide par le travail à l'époque, c'est un centre d'assistance par le travail. Et c'est lui qui a monté le projet et qui a été le premier directeur du premier CAT en France. Donc, à l'époque, c'était sur la colline de Fourvière et maintenant qui est à Dardilly. Il s'appelle les ateliers Denis Cordonnier. Je précise tout de suite que ça n'a rien à voir avec les cordonniers. Denis Cordonnier, je ne sais pas si vous connaissez, il était maire de Lille, et il était député, et il était l'auteur de des premières lois en faveur des personnes handicapées en 1946, par là, quelque chose comme ça. Et donc, quand ça a été créé, on a dit « Oh, ça serait bien si... Monsieur Denis Cordonnier ». Dans le sillage de Denis Cordonnier, d'autres établissements vont s'ouvrir et les directeurs de ces autres établissements se sont rencontrés et ont confronté, bien sûr, leurs idées, leurs réalisations. Ils cherchaient en particulier à comprendre les potentialités des usagers devenus adultes, à définir les normes applicables à la création et au fonctionnement des CAT.
et à concevoir bien sûr des moyens pour assurer la formation permanente des équipes travaillant sur le terrain, sachant qu'à cette époque-là, alors ça moi je peux en témoigner parce que j'ai fait l'école d'éducateur à ce moment-là, qu'on ne parlait pas d'handicap mental, et encore moins des adultes. C'était les éducateurs de jeunes inadaptés, hein. C'est resté longtemps comme ça. Donc il n'y avait aucune formation qui concernait les adultes. Et donc, si vous voulez, le Gers est né comme ça. Hein. Et il est né donc en 1966, et le premier Gers a eu lieu en février 1967. Il y avait Bernard Ricôme, peut-être qu'il y a des gens qui ont connu, je ne sais pas, qui travaillait aux ateliers Kennedy à Montpellier. Et le premier Gers a eu lieu à Montpellier, donc en février 67. Je crois que ça a été choisi un peu, parce que c'était une très ancienne université médicale, Montpellier, et le professeur Lafont, je crois, n'était pas pour rien dans l'affaire. Le thème était le devenir du débile mental. J'emploie volontairement le vocabulaire de l'époque, parce que je crois qu'il faut, un jour, il faut se pencher un peu là-dessus, sur l'évolution du vocabulaire, qui correspond à l'évolution aussi des pratiques, etc. Et donc, voilà, c'était comme ça. C'est d'ailleurs un thème qui est revenu, habillé autrement, mais qui est revenu à plusieurs reprises dans les thèmes du Gers. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que les valeurs et les préoccupations initiales du Gers sont restées les mêmes, défiant les diverses politiques sociales qui n'ont pas manqué d'entraver le secteur. La reconnaissance, la défense et l'accompagnement de la personne dans sa souffrance est toujours bien au centre des préoccupations, et ce, dès la création du Gers. Le côté voyageur du Gers garantit peut-être que l'on ne s'installe pas dans un ronron qui risque de devenir mortifère, mais soit du côté du mouvement, donc de la vie. En effet, le siège de l'association a changé plusieurs fois de région, et les journées sont toujours dans des lieux différents. Dans la limite donc du Sud-Est, c'est pour ça qu'au départ, le Gers voulait dire groupe d'études et de recherche dans le Sud-Est. À l'origine, c'est par des médecins que l'intérêt pour le handicap est mis à jour. Les travailleurs sociaux ont assez vite pris le relais dans le Gers, en apportant la part éducative et sociale dans l'accompagnement. Paradoxalement, je ne sais pas, on va peut-être me dire le contraire, actuellement il y a peu de médecins au Gers. Également, c'est par la création d'établissements de travail, les CAT. C'est les premiers Gers, il y a eu beaucoup de personnel du CAT. On se demande actuellement s'il y en a toujours. Des ESAT, bien sûr, hein, soyons... Voilà. On peut noter aussi, on note aussi que le fonctionnement et l'organisation des journées du Gers est resté la même. Il donne la parole aux gens ordinaires, entre guillemets, de terrain, et pas seulement à l'autorité, qu'elle soit hiérarchique, médicale ou scientifique. Cela apporte une considération de la personne et pas uniquement un traitement de son état. Dès le début, tout le personnel a été mélangé, services éducatifs et généraux, la parole ayant la même valeur pour tous. Alors, les ADC, c'est-à-dire les ateliers Denis Cordonnier, avaient au départ les locaux, l'argent, je ne sais pas trop, et la volonté, en tout cas, du directeur de faire vivre l'association. Ils se sont embarqués dans l'aventure. Jacques Riot, en arrivant aux ADC toujours, disait vouloir ce que l'on ne peut pas empêcher. Il s'est emparé de cette organisation, a pris le relais et l'a pérennisé. René Raymond, puisque c'est quand même de lui qu'il s'agit, pionnier, a été un des créateurs et premier président du Gers de 1967 à 1973. Ces quelques mots en cette date anniversaire sont le parcours de cet homme, ses luttes et son obstination qui ont permis la naissance du Gers dans une société où la personne handicapée adulte n'avait pas de place. Et je voudrais quand même ajouter, puisqu'on est ici à Alès, que pour terminer, à Alès, le Gers ne peut pas faire l'économie d'une pensée pour Louis-Marie Froling. Son décès précoce ne lui a pas permis d'exercer très longtemps son rôle de président du Gers, pour lequel il était à son tour très engagé. Merci beaucoup.